l'histoire à l'UQAM. Je suis membre de Québec solidaire, mais aussi membre d'Alternative socialiste. Premièrement, je voudrais dire que la soirée a été organisée avec étudiantes et étudiants socialistes de l'UQAM et en partenariat avec Alternative socialiste. Qu'est-ce qu'Alternative socialiste? Alternative socialiste est une organisation socialiste révolutionnaire affiliée au Comité pour une internationale ouvrière. Donc, c'est une internationale qui regroupe différentes sections à travers plus de 45 pays, dont des pays en Afrique. Sérieusement, je veux vraiment vous remercier parce que la conjoncture actuelle fait en sorte qu'on se retrouve à se questionner sur beaucoup de points. Qu'est-ce que le colonialisme? Qu'est-ce que le racisme? Qu'est-ce que l'impérialisme? Mais c'est toujours du point de vue de l'Occident et d'avoir aujourd'hui un camarade qui vient nous parler directement de la question, on va dire, africaine. Je pense que ça peut nous éclairer sur nos propres réalités et sur les perspectives à adopter. Paul Kunzimana, professeur émérite de l'Université du Burundi et militant ouvrier socialiste au Parti des travailleurs de la démocratie. Militant aussi au Comité ouvrier international et du comité d'organisation de la reconstitution de la 4e internationale, nous présente son livre. Il faut considérer ça comme une chance que d'avoir un militant sur le terrain qui a vécu beaucoup de choses, qui vient nous présenter un livre sur la question des Grands Lacs en Afrique et de l'Est. Quelles sont les perspectives, quelles sont les réalités, quelles sont les problématiques, quelles sont les pressions du capital et quelles sont les perspectives ouvrières et socialistes populaires qui se trouvent sur le terrain. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre camarade. Et puis, je vous remercie. Bonne conférence. La période va être suivie d'une question de discussion entre nous. Je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions et à intervenir pour qu'on puisse ensemble déterminer des perspectives pour l'humanité et pour l'avenir. Merci beaucoup. Bon, merci pour ce mot d'accueil. Bon, je ne me présente pas, bon, je crois que le camarade l'a fait, mais je voudrais quand même ajouter quelques éléments. Bon, je suis professeur émérite de l'Université du Burundi. J'ai été doyen de faculté et d'institut pendant 24 ans. ISCO, Institut supérieur de commerce, pendant 6 ans, et faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université du Burundi pendant 18 ans. Bon, j'ai été aussi président du syndicat libre des travailleurs de l'Université du Burundi pendant 10 ans. Bon, comme on l'a dit, je suis militant de Corki, comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, constitué, reproclamé en 1993 avec Pierre Lambert, militant du comité ouvrier international. Pour l'international ouvrière, on se rend compte sur un certain nombre de choses. Et aussi, bon, je suis retraité depuis seulement 3 ans. Voilà donc au sujet de mon livre que j'ai fini d'écrire il y a 2 ans. Bon, disons que j'ai été motivé par toute une série de choses. D'abord, je suis de formation académique, je suis anthropologue, je suis psychologue et sociologue en même temps. Et aussi, il y a le fait que la région des Grands Lacs se trouve aujourd'hui déchirée par toute une série de guerres, ce que j'ai caractérisé de guerres de décomposition, dans certains cas des guerres d'occupation, des guerres impérialistes, notamment par exemple en RDC, en République démocratique du Congo. Donc il m'a fallu, bon, disons, j'ai aussi posé tout un tas de questions. Évidemment, je me suis dit qu'il fallait trouver une explication et des réponses. Et puis, d'autre part, maintenant, il y a toute une série de théorisations qui ont été faites là-dessus, des théorisations obscurantistes. J'en parlais tout à l'heure avec Sabouchini, qui est dans le Burundais, qui est en face de vous. On a discuté pendant quelques 2 minutes. Et aussi, bon,
évidemment, il y a toute la politique qui a été développée, toutes les théories qui ont été développées là-dessus pour expliquer la réalité sociale dans ces pays, et qui se sont directement inspirés de l'anthropologie du XXe siècle, du XIXe et XXe siècle, une science entre guillemets qui a notamment alimenté les idéologies de la colonisation. Et même il n'y a pas longtemps, en 2007, un président français, aujourd'hui ex-président français du nom de Sarkozy, Nicolas, pour ne pas le nommer, qui expliquait que l'homme, et il a dit en terre africaine, sur le sol sénégalais, il a expliqué que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Évidemment, dans ma démarche ici, j'ai utilisé comme méthode le matérialisme dialectique, le matérialisme historique ou le marxisme. Bon, certains d'entre vous, évidemment, en sont au parfum. Donc, pour dire que, en fait, que toute société, surtout caractérisée par, disons, les rapports sociaux de production, et que l'homme et le travail sont inséparables. Parce que l'homme, forcément, est obligé de travailler pour vivre. Donc, en fait, c'est le seul animal qui organise, qui s'organise, qui crée. Nous, notamment, ici, je suis revenu sur la question des instruments qui ont été utilisés par l'homme africain. Bon, j'aimerais aussi dire un autre élément, c'est que la partie qui est assurée ici en vert, c'est la partie que j'ai étudiée. Et je dois dire que cette délimitation est purement et simplement arbitraire. Bon, j'ai étudié le Congo, RDC, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Donc, c'est arbitraire parce que, bon, de toute façon, on ne peut pas étudier la RDC sans étudier la République du Congo à côté, ou l'Angola. On ne peut pas étudier la Tanzanie sans étudier le Zimbabwe, sans étudier le Mozambique, le Malawi, etc. Le Kenya sans étudier la Somalie, l'Éthiopie, etc. L'Ouganda sans étudier les phénomènes qu'on observe au Soudan, etc. Le Soudan qui connaît une ébullition actuellement, il faut dire que, évidemment, comme je l'ai dit, la société se définit par les rapports sociaux de production et évidemment par les forces productives en présence, et que dans la société actuelle, dans la période historique actuelle, évidemment, nous sommes en période de société de classe. Donc s'il y a des luttes de classe, c'est parce qu'il y a exploitation du travail social. Bon, voilà donc un guide d'introduction. Bon, je vais présenter donc le livre en trois parties. Premier élément, ça va concerner la préhistoire. Donc la préhistoire, évidemment, c'est comme l'expression l'indique, la préhistoire, c'est la période avant l'histoire. Le marxisme considère que l'histoire, c'est le lieu de la lutte des classes, forcément. Donc ça veut dire que préhistoire, c'est la société sans classe. Ensuite, je vais aborder ce que j'ai appelé le premier choc historique, c'est-à-dire l'émergence de la société de classe. Et enfin, troisième phase, ça sera le deuxième choc historique, c'est-à-dire le contact de ces sociétés avec le capitalisme. J'essaie de montrer comment ces sociétés ont contribué effectivement à l'accumulation primitive du capital. Donc, ce qu'on peut indiquer d'ores et déjà, c'est que, en fait, l'homme a commencé à apparaître debout, donc sur ses pieds, en Afrique,
il y a 4 millions d'années. Donc, ça, ce sont des conclusions de toutes les recherches archéologiques qui ont été faites, notamment en analysant les fossiles, en analysant les instruments que l'on a pu trouver, etc. Et on note également que, en ce qui concerne la périodisation, évidemment, il y a le paléolithique inférieur qui date de 3 millions d'années jusqu'à 100 000 ans avant notre ère. Et je vous indique que toutes les recherches ont pu montrer que le feu a été découvert, l'humanité a découvert le feu en Afrique, côté Kenya, Éthiopie. Voilà. Et il y a 1 million d'années. Il y a 1 million d'années que l'homme a découvert le feu. Il a découvert et domestiqué le feu. Il y a 1 million d'années. Découverte qui a été faite en Europe occidentale et en Asie orientale que 500 000 ans après. 500 000 ans après. Deuxième phase, donc il y a le paléolithique moyen, qui date de 100 000 ans à 15 000 ans avant notre ère. Et aussi, la dernière période, c'est le paléolithique supérieur, qui date de 15 000 ans à 2000 ans avant notre ère. Et je dois indiquer que c'est au cours de cette dernière période que l'homme africain a procédé à la domestication animale et végétale. Domestication animale et végétale, donc entre 15 000 ans et 2000 ans avant notre ère. Bon, maintenant, évidemment, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est que au niveau des sites de l'organisation de la société, on constate qu'au niveau de toute la région, en fait, on se trouve en présence de sociétés égalitaires. Sociétés égalitaires, c'est-à-dire que, en fait, toute l'organisation de la société, les structures politiques, l'économie, etc., les moyens de production sont la propriété sociale. C'est la propriété de la collectivité. Et aussi, l'organisation de la société est une organisation collective. C'est-à-dire qu'en fait, on se trouve en présence d'une société sans classe. J'essaie de montrer tous ces éléments à travers, précisément, disons, ce descriptif, parce que je suis basé sur, disons, des écrits qui ont été faits à ce sujet, et notamment le fameux ouvrage Histoire générale de l'Afrique en 9 volumes par l'UNESCO. Donc, on constate que ce soit au Kenya, c'est-à-dire en considérant la configuration actuelle, au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, au Congo, en fait, nous sommes en présence d'une société égalitaire. Société égalitaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une certaine organisation sur la base de regroupement, sur la base de regroupement se réclamant, disons, d'un ancêtre commun, etc. C'est ainsi qu'on trouve des Maasai organisés sous ce mode égalitaire, les Kalenjin, etc., les Sukuma en Tanzanie, en Ouganda, les Nkole, même si plus tard, disons, des États se sont développés, se sont créés et développés. Au Congo, même chose sur les Lunda, les Luba, etc., au Burundi, au Rwanda. Donc, il s'agit en fait d'une société égalitaire, donc caractérisée par, disons, un mode de production du type du communisme primitif. Bon, maintenant, évidemment, c'est là où je vais aborder la question du premier choc historique. Donc, c'est-à-dire qu'avec, précisément, l'accroissement de la population,
avec le développement des techniques agricoles, donc il y a eu accroissement des richesses. Donc l'accroissement des richesses, forcément, implique une certaine différenciation sociale. Parce que s'il y a surplus de production, s'il y a un surplus social, donc ça veut dire qu'il va se développer une certaine différenciation sociale. Donc ça veut dire qu'il y a un groupe qui va s'approprier ce surplus, forcément. Donc ici c'est la genèse en fait de la société de classe que l'on voit se développer dans toute la sous-région, Et c'est à ce moment-là, précisément, où on voit apparaître, disons, c'est là où commence à se créer l'État. Il y a émergence de l'État. Parce que, forcément, l'État doit se créer, doit émerger, et précisément pour, disons, défendre les intérêts de la classe qui détient les moyens de production. Et là aussi, je me suis beaucoup inspiré de l'ouvrage d'Engels, parce que ce qu'on observe dans cette sous-région, c'est ce que Engels découvre, en particulier en ce qui concerne l'origine de l'État, parce que à travers son ouvrage L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, c'est-à-dire que l'État se développe, se crée comme une excroissance au niveau de la société. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un développement de la superstructure au sein même de la société. C'est-à-dire qu'il y a un développement en fait, au-dessus de la société. C'est-à-dire que l'État se développe comme étant encore étranger, tout en étant au niveau de la société, tout en étant dans la société pour précisément chercher à refréner les luttes de classe. Et on observe précisément qu'il y a ce phénomène de développement, de création, je parle de l'émergence de l'État dans ces sociétés, pratiquement autour du, disons la préhistoire dans cette sous-région se termine autour du 15e, 16e siècle. Donc, ça dit que l'État se développe à partir de ce moment-là. Et ici, je voudrais m'en revenir sur un certain nombre de théorisation, notamment par rapport à la question, disons, de classe sociale, et son explication. Et aussi, je vais ici chercher à démystifier toute une série de théorisations qui ont été faites sur, disons, la formation sociale dans ces régions, à savoir que pour cette théorisation, ces sociétés seraient construites sur la base des ethnies, des tribus, des races, etc., etc. Et notamment en ce qui concerne un cas particulier, le cas particulier du Rwanda et du Burundi. Parce que, si on définit la société par, soi-disant, la culture, l'ethnie, etc., on remarque que dans ces pays, en réalité, il n'y a qu'une seule culture. C'est-à-dire qu'il y a en fait des mêmes références ethno-linguistiques, déjà par la même langue. Par exemple, au Rwanda, au Burundi, on parle la même langue. Au Burundi, ça s'appelle le Kirundi. Au Rwanda, ça s'appelle le Kinyarwanda, mais c'est exactement la même langue, etc. Donc, d'un point de vue scientifique, il est fallacieux de caractériser les populations rencontrées comme étant des ethnies. Une seule langue, du nord du Rwanda jusqu'au sud du Burundi, de l'est à l'ouest. On a cherché à caractériser les sociétés comme étant, disons, des structures caractérisées par une certaine spécialisation professionnelle, notamment parce que on a développé tout un tas de choses sur ce qu'on a appelé les Hutus et les Tutsis, les Twa, etc. Et là, le problème se trouve posé, c'est que, précisément, il ne peut pas exister de spécialisation professionnelle dans une société où les activités productives se ramènent notamment à l'agriculture et à l'élevage.
C'est-à-dire que les moyens de production sont constitués essentiellement par la terre et le bétail. Parce qu'on a souvent expliqué que les Hutus étaient des agriculteurs et que les Tutsis étaient des éleveurs. Bon, bien entendu, ici, cette théorisation se méprenne sur la rationalité économique du producteur. Parce que, un éleveur, en fait, un éleveur ne peut jamais être qu'éleveur. Mais pourquoi? Parce que, précisément, il y a cette unité. Il y a l'unité des moyens de production. L'unité entre, disons, il y a la terre, il y a le bétail. Mais on ne peut pas comprendre comment un éleveur va chercher du fumier animal ailleurs alors qu'il a son bétail. Donc ça veut dire que si les soi-disant Tutsis étaient des éleveurs, mais forcément ils étaient en même temps agriculteurs. Forcément. Donc le bétail, notamment la vache ici, fait partie des moyens de production. Donc ce sont des moyens qui sont à la base de la production des richesses sociales. Alors maintenant évidemment, le problème qui s'est trouvé posé, c'est que comme on n'a pas pu définir... Oui, je m'excuse. Il y a eu encore toute une série d'autres théorisations, notamment la fameuse théorie des migrations. Parce qu'on a expliqué pour dire que, en fait, ces outils sont venus, certains parlent de l'Éthiopie, d'autres parlent de l'Afrique du Nord. Il y en a même qui vont plus loin, qui disent que les Tutsis seraient venus du Tibet. Il y a même, c'est fou, des gens qui expliquaient pour dire que les Tutsis seraient venus même de la Scandinavie. Vous vous rendez compte? Et qu'avec leur troupeau, ils ont dominé des populations qu'ils ont trouvées sur place. Bon, évidemment, là, il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose ici, c'est que, de toute manière, s'il y a un groupe qui vient de l'étranger, qui vient dominer d'autres groupes trouvés sur place, c'est que ce groupe, y compris au plan linguistique, au plan culturel, ce groupe va imposer sa culture. Ce groupe va imposer sa langue. Forcément. Bon, je vous dis ici, au Burundi, on parle français, on parle anglais. Et pourquoi? Parce que nous avons été colonisés par les Belges, et ensuite domination politique économique par les Français, et je vous indique que le Burundi a été une colonie allemande, et moi j'ai appris l'allemand au secondaire. Et mon ami Angelo qui est là-bas, il a appris l'allemand pendant plus de 6 ans. 7 ans, voilà. Alors, non, c'est pour vous montrer en fait le caractère fallacieux de ces spéculations. Bon, ça m'étonnerait qu'un jour les Canadiens parlent burundais. Ça m'étonnerait qu'un jour les Américains parlent burundais. Si les Américains un jour parlent burundais, ou si les Français un jour parlent français, c'est que les Burundais auront dominé ces régions, ces pays. Ce qui est très peu probable dans les médias historiques. Donc, ici, c'est pour indiquer, en fait, le côté fallacieux de ces spéculations. Et il y a des historiens du nom de... Fernand Langenov. Lui, il explique qu'il est vraiment troublé. Il dit, mais pour une raison inconnue, voilà. Un scientifique qui parle en cette terre, pour une raison inconnue, cet outil ne parle pas la langue hamitique. La langue hamitique sont des langues issues de la base, du côté de l'Afrique du Nord, du côté notamment de l'Éthiopie, Somalie, tout ça, etc.
Donc, pour une raison inconnue. Oui, si on est un scientifique, quand même, il faut chercher à montrer. Il faut démontrer, il faut chercher. Donc, pour dire que, en fait, vous avez toute une série de caractérisations qui tournent le dos à la science. Et en ce qui concerne, précisément, le Rwanda et le Burundi, et c'est ça qui a prévalu au niveau des différentes explications, c'est la question de la morphologie. Pour dire, les uns ils sont grands, les autres sont petits, les autres sont moyens, ils ont un nez de narine de telle forme, etc., etc. Et ici, il s'agit d'une théorisation d'un certain Jean Hiernaut. Jean Hiernaut, qui est un médecin belge, qui a travaillé à l'Institut de recherche en Afrique centrale, l'IRSAC, au Rwanda. Alors, c'est lui qui a cherché, en fait, à mettre l'accent sur cette caractérisation de ces populations sur la base de la morphologie. Voilà. Donc, M. Hiernaut, voilà comment il a procédé pour montrer le caractère honteux de sa méthodologie. Alors, il prend des gens, soi-disant, il fait un échantillon. Il prend 1000 individus. Alors, il mesure la largeur des narines. Il mesure la grosseur du mollet. Il mesure la taille. Il mesure ce qu'il a appelé la dynamométrie de la main gauche. Il faut savoir, bon, les gens qui sont les plus forts que les autres, etc. Et il est même allé trop loin. Il a soi-disant, étudié le rythme cardiaque chez les Hutus, chez les Tutsis, chez les Tutsis, le rythme respiratoire, le groupe sanguin. Il a étudié ce qu'il appelle l'indice cormique. L'indice cormique, c'est le rapport entre la position assise et la position accroupie. C'est ça. Bon, c'est ce qui est notamment utilisé notamment chez les sportifs pour savoir quel type de sport on pourrait exceller, dans quel sport on pourrait exceller davantage. Bon, voilà maintenant la stupidité de cette démarche. La stupidité de cette démarche, c'est qu'une fois qu'il a fini, parce que après, il obtient des chiffres autour de 85%, ça serait des Hutus, 14%, ça serait des Tutsis, et 1%, ça serait des Tutsis. Bon, maintenant, en fait, ceci ne permet pas de différencier ces individus, parce que lorsqu'il a fini de faire ces mensurations, soi-disant, il demande à l'individu, à quel groupe appartiens-tu? Voilà. Donc, pour vous dire que ce sont des théories obscurantistes, stériles. Donc, c'est pourquoi, au niveau de ma démarche, mais malheureusement, c'est ça que tout le monde en fait, a intériorisé. J'en parlais tout à l'heure avec mon ami Salochimik. C'est ce que tout le monde a intériorisé, y compris même au Burundi. On observe et on dit, ah oui, celui-là, il doit être en Hutu. Pourquoi? Parce que physiquement, il ressemble à ceci. Et souvent même, on se trompe. On se trompe. Parce qu'en fait, cette question est une question d'ordre idéologique. Et dans mon étude ici, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ramener, en fait, d'étudier les hommes. Les hommes, je m'excuse, ici au Canada, étudiantes, les êtres humains. Donc le marxisme, évidemment, étudie les autres humains, pas les autres, disons, par la place qu'ils occupent par rapport aux moyens de production, par ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire dans le processus de production sociale. Alors, il se trouve que par rapport précisément à ces appellations, on a pu remarquer quand même, certains historiens et certains économistes ont pu quand même y faire allusion, c'est que, en fait, Tutsi signifie patron. Et Hutu, c'est le producteur. C'est le producteur, c'est-à-dire qu'il est Hutu de quelqu'un.
Tutsi, ça dit propriété des moyens de production. Ça dit la terre, le bétail, etc. Mais ce qu'on remarque dans cette sous-région, au Rwanda et au Burundi, c'est que vous avez des Tutsis pauvres. Donc ça dit que, en fait, vous avez une société à très forte mobilité sociale. Y compris même, bon, le roi, bon, qui était en fait le propriétaire, soi-disant, de tous les moyens de production, il procédait périodiquement à des expropriations, ou même lorsqu'il y avait un nouveau roi qui était bon, intronisé, bon, évidemment, il procédait à l'élimination et il mettait à l'écart, disons, ceux qui avaient été membres, disons, de la classe qui lui permettaient en même temps d'administrer le pays. Bon, maintenant aussi, forte mobilité sociale, donc il y a aussi des Hutus qui pouvaient émerger et monter et accéder à la classe supérieure. Mais évidemment, ici, le problème c'est que les valeurs idéologiques de la société ne permettent pas une certaine dévalorisation. Donc, c'est-à-dire que des Hutus qui pouvaient monter, devenaient des Tutsis, objectivement, socialement, mais idéologiquement, ils étaient toujours considérés comme des Hutus. C'est le phénomène qu'on a appelé le Burundi, le Kwihutu. Ça veut dire on dit qu'ils sont des Tutsis, mais en fait, ils se sont déhutisés. Donc, très forte mobilité sociale. Et cette très forte mobilité sociale, on l'observe chez les Luo kenyans, chez les Maasai, chez les Nyuro, chez les Baganda, chez les Luba, chez les Lunda, etc. Donc, c'est ce que j'ai caractérisé de mode de production nobiliaire et d'état nobiliaire. Pendant que d'autres théorisations ont cherché à assimiler ces sociétés, disons, à la société médiévale occidentale, pour vous dire que c'était une société féodale. Non, c'était pas. Il ne s'agit pas d'une société féodale, mais plutôt d'une société nobiliaire, parce que, bon, parce que la formation économique et sociale qui a donné naissance en fait, à la féodalité, au mode de production médiéval, en fait, c'est qu'au sein même de cette société se développait, disons, la classe bourgeoise. Et la classe bourgeoise au Burundi, au Rwanda, n'a jamais été une classe rencontrée dans la société, dans cette société. La classe bourgeoise, ou même les petits bourgeois, ils existent seulement aujourd'hui avec la pénétration des rapports marchands. Et ici aussi, l'autre élément, la question de l'État, c'est que bon, d'autres théorisations reviennent pour dire que quand même il y a un problème. Si au niveau de cette sous-région, il y a des États, notamment par exemple l'État burundais ou l'État rwandais, c'est qu'en fait, les Africains ne sont pas capables de construire un État. Donc c'est qu'il s'agit en fait d'une réalité venue de l'extérieur. Voilà. Donc pour dire en fait, bon, ceci venait pour appuyer la fameuse théorie d'immigration. C'est que comme ces gens sont incapables, ne sont pas capables de mettre sur pied un État centralisé, c'est que l'État est d'origine externe. Évidemment. Parce qu'ils disent cela en ce qui concerne le Rwanda et le Burundi. Mais ils ne disent pas cela en ce qui concerne l'Ouganda. Ils ne disent pas cela en ce qui concerne le royaume du Congo. Le royaume du Congo qui a été un vaste royaume qui s'étendait depuis le Gabon actuel jusqu'en Angola. Dans le Baza-Congo, c'était la capitale. Baza-Congo, c'est une ville se trouve aujourd'hui en Angola. Voilà, un vaste royaume, un empire carrément. Mais on ne dit pas que ces empires, que ces royaumes sont venus de l'extérieur.
On ne dit pas la même chose pour le royaume Lunda, ou les roitelets Banyamwezi, ou les roitelets Luo, Kalenjin, les roitelets Kikuyu, etc. Et ceci, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne cette étude, Engels explique que, en fait, lorsque la société se divise en classes, l'État se développe à partir de ces sociétés. Donc, c'est-à-dire c'est une excroissance sociale et politique qui se développe sur la base de ces sociétés et qui se développe au-dessus de la société pour freiner les luttes de classe. Donc, l'État n'est en aucune manière d'origine externe. L'État est l'émanation de la société elle-même sur la base de la différenciation sociale. Voilà, je vais essayer d'aller très rapidement avec la troisième partie concernant le deuxième choc historique. En fait, le deuxième choc historique est intervenu avec la pénétration des rapports marchands. Et précisément, à partir de ce que j'ai pu découvrir ici, c'est que, en fait, avec, disons, le développement du capitalisme, à l'origine même du développement du capitalisme, en fait, on se rend compte que cette sous-région a contribué au développement du capital. D'ailleurs, j'ai consacré un chapitre là-dessus que j'ai intitulé « Contribution au développement du capitalisme ». C'est que effectivement, avec, disons, les explorateurs, les navigateurs, etc., avec les missionnaires, en fait, ces pays ont été... en fait, le pillage capitaliste ne date pas d'aujourd'hui. Il date déjà de l'origine du capitalisme. C'est-à-dire que, avec les ressources que l'on trouve dans ces pays, notamment les minerais, notamment les peaux d'animaux, d'ivoire, etc., etc. Donc ces régions ont été pillées par, disons, des capitalistes individuels et collectifs. Individuels et collectifs, donc les sociétés, les compagnies, etc., y compris même des individus. Ici, bon, j'ai pu noter que le roi Charles II d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse a créé en 1672 une compagnie à lui pour piller les richesses en Afrique, dans les colonies d'une manière générale. C'est la fameuse African Royal Company. 1672. Et ici aussi, plus tard, Léopold II, le roi des Belges. Léopold II a constitué une société privée. Et d'ailleurs, hein, bon, ce qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, quelques années avant le Zaïre, ça a été une propriété privée du roi des Belges. Propriété privée du roi des Belges. Et le roi des Belges, Léopold II, avait créé une société privée qui porte un nom savant de Comité d'études du Haut-Congo. Et tout ça, c'était pour piller, tout simplement. Pour piller, et y compris même sous son règne, hein, parce que le Congo est devenu colonie belge seulement en 1908. Seulement en 1908. On sait que la conférence de Berlin de 1884-1885, qui a été convoquée par Bismarck, cette conférence a attribué le Congo au roi des Belges. Donc, propriété privée du roi des Belges depuis les années 1850 jusqu'à 1908. 1908. Et Léopold II a appuyé, bien entendu, ce vaste pays
vous allez voir, avec les richesses qu'il y a dans ce pays, à page 145, quand vous lisez cela, vous allez avoir du vertige. Vous avez des minerais, vous avez des réserves. D'ailleurs, c'est ce que certains géologues ont appelé, ils ont caractérisé le Congo, la RDC, de scandale géologique. Il faut savoir aussi que l'uranium qui a servi pour Nagasaki, Hiroshima, est venu du Congo, à partir des éléments que Einstein a fournis aux Américains, à Roosevelt. Bon, voilà, donc le deuxième choc historique, en fait, a consacré ce que j'ai appelé la contribution de l'Afrique à l'accumulation primitive du capital. Donc, pillage, bien entendu, qui s'est poursuivi, qui se poursuit d'ailleurs jusqu'au aujourd'hui. Et aussi, l'autre élément qui indique comment, précisément, disons, cette région a contribué au développement du capital. C'est la traite des Noirs, la traite des esclaves. J'ai pu noter que sur les 22 millions d'esclaves qui ont été déportés, 15 millions ont été déportés outre-Atlantique, aux Amériques. Enfin, aux Amériques, bien sûr, l'Amérique latine, et aussi et surtout l'Amérique qui est devenue plus tard les États-Unis. Donc, on remarque que, par exemple, aujourd'hui, les États-Unis qui sont le garant du capital financier international, a été une colonie anglaise, etc. À l'époque, évidemment, la grande puissance capitaliste au monde, c'était l'Angleterre. Et on se rend compte que, en fait, ce sont des richesses qui ont été pillées par ces pays qui ont alimenté l'industrie de la métallurgie, notamment à Manchester. Aussi l'industrie textile, notamment à Buckingham, en partie, évidemment, du textile importé à partir de ces pays. Et aussi les négociants de Liverpool, en fait, étaient alimentés par l'industrie textile et l'industrie métallurgique. Bon, très rapidement, évidemment, je ne vais pas revenir sur tous ces éléments que je développe sur la première guerre impérialiste, dans laquelle ces pays, évidemment, ont été impliqués. La deuxième guerre impérialiste également. Ce que j'ai relevé aussi, c'est que, en fait, avec évidemment l'Allemagne, ça sont des éléments qu'on peut trouver un peu partout. L'Allemagne est sortie de la Première Guerre mondiale, de la Première Guerre impérialiste. Évidemment, l'Allemagne vaincue a été expropriée de ses colonies. Le Burundi, le Rwanda, qui avait été une colonie allemande, ont été placés sous la tutelle belge. La Tanzanie, qui a été une colonie allemande, qui est revenue à l'Angleterre, etc. Et donc tous ces pays ont été impliqués dans les différentes guerres. Évidemment, je ne vais pas insister là-dessus, évidemment, qui dit occupation, domination, signifie en même temps des guerres de résistance. Les guerres de résistance qu'on a pu observer, notamment par exemple en Tanzanie, avec les Mahdi contre la colonisation. Au Burundi, il y avait un super roi, Moïse Gisabo, qui a combattu les Allemands avec des flèches et des lances. Et évidemment, il ne pouvait pas résister contre les armes à feu. Il a été obligé de signer le fameux traité de Kigana en 1903 ou 1906, par là, 1903. Donc, résistance, y compris même aujourd'hui. On sait que, donc je passe très rapidement, on sait qu'au lendemain de
la Seconde Guerre impérialiste, évidemment, le statu quo a été observé, c'est-à-dire que les colonies belges, les colonies anglaises sont restées sous la tutelle de cette puissance. Tout le monde sait bien que, au sorti de cette guerre, il y a eu la création de toute une série d'institutions qui font aujourd'hui la politique à l'échelle du continent, à l'échelle mondiale même. Bon, vous êtes au courant de ces institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et FMI, qui seront suivis dans ces politiques par l'Union européenne. Donc, vous avez ces institutions financières internationales créées à cette époque. Vous avez les traités militaires, l'OTAN. L'OTAN est créée en 1949. Bon, etc. Bon, bien entendu, comme l'indique le marxisme, ça veut dire que, en fait, le capitalisme, à l'époque de l'impérialisme, est entré dans sa crise historique. Là, bon, Lénine a écrit son ouvrage, une brochure là-dessus, pour caractériser l'impérialisme, pour dire que l'impérialisme, c'était le stade suprême du capitalisme. Stade suprême du capitalisme, donc ça veut dire que le capitalisme ne peut plus développer les forces productives. Le capitalisme détruit les forces productives pour son maintien. Ce sont les guerres. Les guerres, il y a des menaces aujourd'hui de l'impérialisme américain en Venezuela. Il y a des menaces aujourd'hui contre l'Iran. Il y a des menaces vis-à-vis de la Corée du Nord, etc. Et il y a aussi ce que certains appellent la guerre commerciale, États-Unis, Chine, etc. Bon, Trump qui prend des mesures et qui dit à la Chine, attention, nous avons pris des mesures, mais il ne faut pas en faire autant. Donc, en fait, tout ceci traduit l'impasse. L'impasse dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste à l'époque de l'impérialisme. Et c'est ce qui montre, effectivement, qu'il ne peut plus y avoir de développement des forces productives à l'époque actuelle, l'époque caractérisée par les lignes des guerres et des révolutions, et où la bourgeoisie est la réaction sur toute la ligne. Donc, vous avez ces plans d'ajustement structurel qui, aujourd'hui, déchirent l'Afrique. Vous avez des pays qui ont connu toute une série, disons, de massacres. Bon, pratiquement toute la sous-région ici a été toujours caractérisée par des massacres de population. Bon, des massacres qui ont atteint même des proportions de génocide, comme au Rwanda. Même au Burundi, avec les massacres qu'il y a eu en 1993, bon, il y a eu une mission des Nations Unies qui a fait un rapport pour dire qu'au Burundi, il y a eu un génocide contre la population tutsi. Au Rwanda, même chose. Là, évidemment, l'impérialisme a été obligé de reconnaître. L'impérialisme reconnaît le génocide, y compris même Bill Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque, en 2000, quand il est allé faire signer l'accord d'Arusha pour le Burundi en 2000, il n'est pas entré au Rwanda, il a fait une petite escale à l'aéroport. Il a expliqué pour dire que il s'excuse auprès des Rwandais parce qu'il a su que le génocide se préparait au Rwanda. Et il a expliqué encore qu'il s'excusait parce que le génocide s'est passé alors que les États-Unis n'ont pu rien faire. Et même chose, Kofi Annan, 4 ans plus tard, Kofi Annan, qui vient de mourir, qui a été secrétaire général de l'ONU, mais au moment des faits, il était secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. Il était là. Il a répété la même chose que Bill Clinton. Donc, pour dire que, en fait, ces guerres que l'on observe dans ces pays sont précisément la traduction de l'application de ces plans d'ajustement structurel. C'est-à-dire que c'est la base matérielle qui, en fait, qui
qui est le support de ces guerres. Mais un pays comme la RDC, c'est terrible. Je l'ai indiqué tout à l'heure. S'il vous plaît, feuilletez à la page 145. Vous allez voir, vous avez des richesses terribles. Vous avez des réserves qui se chiffrent, des réserves de manganèse qui se chiffrent à 20 milliards de tonnes de manganèse. 20 milliards de tonnes. Le cuivre, des centaines de millions. Le cobalt, le coltan, etc. Au Burundi, le nickel. Au Burundi, vous ne connaissez pas, bon, c'est un pays qui s'étend sur 28 000 km². 28 000 km² autour de cela. Dans ce pays, vous avez, pour le nickel, vous avez 280 millions de tonnes de réserves. C'est-à-dire, sur un petit point, vous avez le 20e des réserves mondiales de nickel. Voilà. Donc, pour vous indiquer que s'il y a des guerres, ben, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour s'approprier, c'est pour qu'il n'y ait pas d'État. D'État au sens marxiste. Parce que, bon, il y a des gouvernements. En fait, vous avez des gouvernements sans État. On pille, on brade, etc., etc. Je me suis amusé à un moment donné à dire aux gens qu'au Burundi, nous sommes autour de 11 millions. Avec les 280 millions de tonnes de nickel, si on donne une tonne à chaque individu, à chaque Burundais, il dit bye bye la pauvreté, la misère. Donc 280 millions de tonnes, il va rester combien? Il va rester 269. Mais nous avons besoin aussi de 269 millions. Donc pour vous dire que s'il y a ces histoires dans ces pays-là, bon, en RDC, toutes les guerres qui ont eu, la première et la deuxième, ont fait plus de 6 millions de morts. Au Rwanda, plus d'1 million de tués. Au Burundi, la guerre qui a commencé, bon, en fait, avec la guerre de 1993, en fait, il y a des gens qui disent souvent que en fait, la guerre au Burundi s'est terminée avec la signature d'accords d'Arusha. Ce qui n'est pas juste. Parce que, en fait, des gens ont continué à être tués depuis cette époque, depuis 1993, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore davantage. Donc, pour conclure, de toute façon, je pense qu'on va pouvoir revenir dessus dans la discussion de tout à l'heure. En fait, oui, une fois qu'on a dit tout ça, évidemment, mais quelle perspective. Donc, évidemment, s'il y a des guerres, c'est parce que, précisément, il y a le pillage de l'échelle de ces pays par l'impérialisme. C'est parce qu'il y a en fait l'application de ces fameux plans d'ajustement structurel qui ont pris souvent d'autres sobriquets, comme on a parlé souvent de cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, bon, y compris même que la Banque mondiale et le FMI ont pu conclure à l'échec des plans d'ajustement structurel. C'est pourquoi on a inventé d'autres noms, etc. Au Burundi, maintenant, on parle du Plan national de développement, le PND. En fait, il s'agit de plans d'ajustement structurel. Ils changent seulement d'appellation parce que les bases ont été décrites par tout le monde. Parce que je peux vous indiquer qu'au Burundi, aujourd'hui, on privatise pratiquement tout. Tout est privatisé. Il reste encore quelques secteurs, mais évidemment, pour le FMI, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui en Angola, le FMI a indiqué qu'il faut tout privatiser. Au Burundi, on allait pratiquement à la fin. Et je dois vous indiquer que ce pays est classé comme étant le pays le plus pauvre de la planète, avec ses richesses. Et la RDC n'est pas loin. Hein.
la RDC, le Congo n'est pas loin, hein, 3e ou 4e, avec ses énormes richesses qu'il y a là-bas, etc. Donc c'est pourquoi, bon, en tant que militant ouvrier, militant du Corki, militant du COI, pour l'Internationale ouvrière, disons, nous avons, enfin j'ai, avec mon courant, développé sur la question de la nécessité de l'Assemblée constituante souveraine. Constituante souveraine sur laquelle nous combattons aujourd'hui en Algérie, avec la crise que vous connaissez, Assemblée constituante souveraine pour laquelle nous combattons au Soudan. Et vous savez que les militaires ne veulent pas lâcher. Pendant que les masses sont dans la rue, en Algérie, les masses disent système dégage, vous savez, système Bouteflika avec le FLN, tout ça, etc. Au Soudan, évidemment, quand le mouvement a commencé, il y a eu une répression terrible avec plusieurs dizaines de morts. Et maintenant, aussi, les massacres ont repris. Ils ont tué des gens encore la semaine dernière, des gens qui occupent la rue, pour dire que, en fait, il faut tout le pouvoir aux civils. Évidemment, pour nous marxistes, quand les masses disent tout le pouvoir aux civils, il s'agit d'une revendication démocratique, mais une revendication démocratique qui doit être reliée aux revendications sociales. Et c'est pourquoi nous combattons pour la constitution des partis ouvriers indépendants. C'est pourquoi nous combattons, y compris en Algérie, pour la réappropriation de l'UGTA par les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire que la centrale historique des travailleurs doit revenir aux travailleurs eux-mêmes. D'ailleurs, les manifestations qu'il y a tous les vendredis, avec les camarades qui sont là-bas, le comité d'organisation pour les socialistes et internationalistes, les camarades combattent sur l'axe de la réappropriation du GTA. Et pour la grève générale, parce que bon, ce qui se passe là-bas, ça se passe le vendredi. Évidemment, la question, bien sûr, c'est que pour balayer le régime Bouteflika, parce qu'il y a, bon, je ne sais pas si le bouteflikisme existe, je ne sais pas si le béchérisme existe, mais en fait, tous ces généraux cherchent à maintenir le régime sans Béchir, maintenir le régime sans Bouteflika. Voilà, je pense que j'ai pris assez de temps pour mon exposé. Je m'excuse, j'ai pris beaucoup de temps, mais je pense que nous allons passer à la discussion. Et je remercie les membres de l'Alternative socialiste, les étudiants socialistes qui ont pu organiser cette conférence dans un cadre magnifique, très simple, très accueillant. Évidemment, c'est pas étonnant, c'est le quartier latin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais prendre les commentaires et les questions au fur et à mesure que les personnes vont se manifester. Ici.